Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des hybrides. Est-ce qu'un hybride peut rendre heureux un photographe? Je vais vous spoiler, la réponse est oui, il peut nous rendre heureux. Vous aurez droit également à un peu d'histoire avec des grands noms de la photographie, style Cartier-Bresson, Jean Loussif, Raymond Depardon, etc., etc. Le sous-titre pourrait être les avantages à utiliser un hybride, et non pas avantages et inconvénients. Alors disclaimer, ou avertissement en français, toutes les infos que j'énonce dans cette vidéo sont tirées pour la plupart des informations prises sur le site Nikon ou sur des manuels d'utilisation téléchargeables sur le site Nikon. Pour voir les choses objectivement, je vais vous éclairer un peu avec un tout petit peu d'histoire et pour vous donner une base de réflexion sur ce qu'était un tout petit peu le passé. Il y a 10 ans, Panasonic sortait le Lumix GF1. A priori, il était super bien coté par le site Les Numériques, avec 5 étoiles. Depuis, il a perdu une étoile depuis son lancement, enfin depuis le lancement du test. Il a perdu une étoile, tout simplement parce qu'effectivement, la gestion du bruit sur les photos est un petit peu moins bonne que les boîtiers récents, ce qui est logique. Donc fin 2009, sortait le GF1. Il montait à 3200 ISO, il utilisait des cartes SD et il faisait de la vidéo en 720p à 60 images par seconde. À l'époque, les numériques avaient noté comme point fort l'autofocus, la qualité des images en 800-1600 ISO, la possibilité de faire des vidéos en 720p avec suivi d'autofocus, la possibilité d'avoir des objectifs interchangeables et un anti-poussière performant. La compacité avec le 20 mm du kit, et il disait qu'il y avait une certaine élégance et polyvalence de ce boîtier. Point faible, parce qu'il y a des points faibles. C'est bien point faible, c'est moins péjoratif. Pas de stabilisation, viseur électronique perfectible, molette de réglage trop petite. Bah oui, effectivement, le boîtier est tout petit. J'en ai encore un dans mon escarcelle. Obturateur bruyant, parce que c'est un obturateur mécanique. Tendance à sous-exposer les images. Alors là, je dirais que sous-exposer, c'est pas forcément un vrai point faible, de mon point de vue, bien évidemment. Aujourd'hui, les boîtiers que nous pouvons voir sur le rayon des grands magasins spécialisés n'ont jamais été aussi performants, que ce soit en photo ou en vidéo. Autre fait, je continue un peu d'histoire. En 2017, les journalistes avaient apprécié sur le GH5 la stabilisation 5 axes. Un opérateur avait fait une vidéo sur un skate et il roulait sur des pavés. Et il avait sorti une vidéo relativement stable. Pourquoi ne fait-on pas allusion à cette stabilisation 5 axes sur le Z6 ? Avantage qui permet de faire des photos nettes et des vidéos stabilisées. Avez-vous remarqué que sur les hybrides, comme le Z6 II par exemple, le test de profondeur de champ a disparu? Pour cause, on voit directement dans le viseur la zone de netteté. Mettez-vous à la pleine ouverture, visez un objet test et fermez de plus en plus le diaphragme. Vous verrez que la profondeur de champ s'améliore. Et ça, vous le voyez en direct dans votre viseur. Vous vous interrogez sur l'intérêt d'avoir un viseur au lieu d'avoir un viseur comme les réflexes des appareils photo numériques. Retenez bien ce que vous gagnez. Une visualisation de l'exposition et de la balance des blancs, voire en noir et blanc en temps réel. La visualisation, comme évoqué, de la profondeur de champ en temps réel. Le rendu final avec Picture Control, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, en temps réel. L'affichage de l'histogramme pour ajuster l'exposition en temps réel. L'affichage de tous les réglages dans le viseur en temps réel. Un niveau électronique horizon à la demande qui est un peu plus discret sur le Z6 II. Une assistance manuelle de la mise au point par focus picking.
Alors ça, c'est une sacrée avancée, parce que quand on est un peu dans les choux au niveau de la mise au point, parce que on n'a pas forcément réglé juste les dioptries de notre viseur, le focus picking par des zones de zébra qui indiquent les zones de netteté nous indique si on est net ou pas. Ça, c'est super. Sur l'écran de contrôle Ninja, c'est ce que j'ai. J'ai un focus picking qui me permet de savoir si je suis net ou pas. Je regarde, hop, pour voir l'écran, pour voir si je suis toujours net ou pas. Mais avec le Nikon, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Le focus se fait très rapidement. Parce que j'ai décidé qu'il se faisait très rapidement. Le focus picking est quand même nettement plus pratique que la petite diode qui s'allume quand on est juste au niveau netteté. Parce qu'on peut vite dépasser le point de netteté. On a droit aussi à la loupe. Le viseur est extrêmement lumineux, même dans des scènes sombres, plus silencieux qu'un réflexe, voire complètement silencieux. Le suivi de l'œil par l'autofocus du Z6 était, à sa sortie, demandé à corps et à cri. Maintenant qu'il l'a, pourquoi n'y fait-on pas allusion? L'écran est tactile, très pratique pour aller directement à la commande souhaitée, ou au réglage souhaité. Il monte au 8 millième, sans bruit, obturateur électronique. Il fait des rafales jusqu'à 200 images, à raison de 14 images par seconde en 12 bits et 124 en 12 bits. L'écran est inclinable, il est tactile, certes il n'est pas sur rotule comme le GH5. Le viseur est clair, avec 3,69 millions de points, avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. Cool. 2 slots pour le Z6 II, une pour les cartes SD, nouvellement, et un autre pour les cartes XQD ou CF Express, deux types de cartes relativement très costaudes quant à la possibilité de faire de nombreux effacements. De la 4K 60 images par seconde en février 2021, nous sommes en 2021 et nous sommes au mois de février, ça tombe bien. Le crop sera seulement de 1,08, soit 92% de la surface du capteur, ce qui est relativement confortable. La large bague permet d'avoir une meilleure captation de la lumière. Les objectifs sont plus simples et moins compliqués à fabriquer. Pour la fabrication, c'est vrai que cet argument nous passe un peu au-dessus de la tête, mais bon, c'est à prendre en compte aussi. Possibilité d'adjoindre une poignée pour deux batteries. Utilisation de batteries de la marque Nikon EN-EL15C, parce qu'elles sont particulières, on peut les charger directement dans l'appareil. Attention aux batteries compatibles, qui ne sont pas forcément compatibles. CF, ma petite vidéo sur le sujet. De nombreux modes d'AF que je me garderai de citer parce qu'il y en a un certain nombre. Un mode I, super pratique, pour aller directement à la commande qui nous intéresse, commande ou réglage. Un mode silencieux, mais vraiment silencieux. Plein de boutons de commande pour des accès directs à certains réglages. Alors au début on est un peu perdu, c'est vrai, mais par contre comme tout boîtier expert, cela demande un peu d'apprentissage. On peut photographier en pleine qualité jusqu'à 1600 ISO, que dis-je, 3200 ISO, voire 6004 si on est un tout petit peu moins exigeant, avec comme corollaire de pouvoir faire des photos quasiment dans la pénombre, c'en est presque incroyable. Colorimétrie nickel, en préparation une vidéo sur le sujet. Un mode vert anti-panique, parce que il peut y avoir des béotiens qui s'achètent ce type de boîtier et il est toujours utile de pouvoir remettre à zéro les réglages parce qu'on est un peu perdu dans tout ce fatras de commandes. Alors sans parler du fait que l'on puisse faire des timelapses
que l'on puisse utiliser de la Wi-Fi, du Bluetooth pour transférer nos photos sur des smartphones, etc., etc. Et avantage non négligeable, la mise à jour par firmware des possibilités de réglage que n'ont pas les réflexes numériques parce qu'ils sont gérés par des modules physiques inamovibles. Soyons rationnels, on nous rabat trop souvent les oreilles avec la 4K 60 images par seconde, peut-être, mais combien de photographes vont utiliser des ralentis avec cette 4K 60? Quel pourcentage? Pour les ralentis, on peut très bien passer en 1080 à 120 images par seconde. Il ne monte qu'au 8 millième, il n'a pas le 1/16 millième. Ouais. Est-ce qu'on a les aptitudes physiques, pour ne pas dire a-t-on les bons réflexes, pour faire des photos au 8 millième de seconde? Ce qui représente quand même 0,0000125 secondes. 3 décimales et on n'a toujours rien, il faut attendre la 4e pour avoir un début de réponse quant à la rapidité de la chose. En fait, le 8 millième ne sert qu'à bien gérer l'exposition, dans 99% des cas, pour être à la pleine ouverture. On pourrait très bien aussi descendre en sensibilité, pour éviter de monter dans les hautes vitesses. J'ai fait mon service militaire en 75 dans les hélicos, la latte. Et à cette époque-là, j'avais un Pentax à monture à vis, où j'avais monté un zoom, et j'ai pris forcément des hélicoptères en plein ciel, et les pales étaient nettes. C'était nul, Donc il a fallu que je descende la vitesse au 60e, voire le 30e, voire même le 15e de seconde, pour bien avoir un flou circulaire, pour bien dire, voilà, l'hélico est en plein ciel. Alors vous pensez le 8 millième, comme c'est largement trop rapide. Avez-vous les aptitudes physiques à utiliser le 8 millième de seconde? Déjà, quand on réagit au 10e de seconde, on est content parce qu'on a su anticiper le mouvement et déclencher au bon moment. Que pourrions-nous souhaiter de plus sur nos appareils photo qui nous permettrait de réagir plus vite et mieux? La 4K 120 images secondes pour avoir de beaux ralentis? Ouais, là je force un peu le trait parce que c'est pas ça qui nous fera réagir mieux et plus vite. Mais il me semble avoir vu dans les manuels d'utilisation de chez Nikon, je vous mettrai le lien sous la vidéo, la possibilité de faire du 1080 en 120 images par seconde à raison de 24 images par seconde, ce qui nous donne un ralenti de 5 fois. Ce qui est déjà pas mal. À part ça, je vois pas. À l'époque du GH5, on saluait la stabilisation 5 axes. Le viseur 3,6 millions de points, un écran HDR et bien évidemment de la vraie 4K en 60 images par seconde et de l'Ultra HD. Il est vrai qu'il est très sympa ce GH5. Mais 3 ans plus tard, qu'en est-il? Il est face à des concurrents qui, très honnêtement, le concurrencent sévèrement. À tous ces points, 4K, viseur 3,69 millions de points, ça vous ferait pas penser un peu au Z6? Z6 qui est décrit comme une esquisse du Z6 II. Il ne mérite pas mieux que ce nom péjoratif, esquisse. C'est un boîtier à part entière. Pour finir, être geek c'est cool, mais il ne faut pas que cela vous fasse oublier la réalité de votre pratique. Avez-vous besoin d'une rafale de 200 images? À raison de 14 images par seconde, en 12 bits. Rafale qui tombe à 124 images quand on est en RAW. Donc on était en JPEG avant. Avoir un autofocus toujours plus rapide. Mais surtout, saurez-vous maîtriser toutes ces possibilités? Toute question à se poser avant d'envisager l'achat d'un boîtier.
Si Raymond Depardon, qui a créé l'agence Gamma, Henri Cartier-Bresson, qui a fait Les Amoureux sur un banc, Jean Loussieff, Helmut Newton, David Hamilton, si tous ces grands noms de la photo avaient dû attendre un autofocus performant, même ne serait-ce qu'un autofocus tout court, comme nous l'avons aujourd'hui, jamais ils ne seraient sortis de leur anonymat. Et vous en pensez quoi? Que souhaiteriez-vous comme possibilité sur votre boîtier que vous n'avez pas? Allez, lâchez-vous et mettez-le sous la vidéo, dans les commentaires. Faites de belles photos. À très vite et puis merci pour votre écoute.